Merci d'être avec nous, une nouvelle rencontre. Elle se prénomme Asana et son nom c'est Outaguet. Et je suis très... Outagat ou Outaguet, comme on dit Asana, Outagat. bonjour. Outagat, Ouais. on a envie de la prononcer à l'anglaise. Oui, Outgate. faites-vous plaisir. Mais on a dû Housegate. Housegate. On a dû vous le dire 50 Oui, fois oui, ça. oui. Bon. Merci d'être avec nous Asana. Je suis ravie. Je suis très content, vraiment je suis très content de vous accueillir parce que alors là moi j'ai des questions à vous poser. C'est vrai. Le fameux tout est possible. Alors là, s'il y a bien une question que j'ai dû poser 600 fois à ceux et celles qui s'installent sur ces canapés, c'est bien celle-là. D'accord. Est-ce que tout est réellement possible? Ok. Mais vous précisez une chose. Oui. Tout est possible À celui qui croit. à celui qui croit. Ouais. Et c'est là la subtilité, Tout à fait. toute la, Ouais. la nuance. On va voir votre parcours de vie. Comment est-ce que vous vous définissez aujourd'hui? Alors, je suis une femme qui a 37 ans, franco-marocaine, donc riche de sa double culture, puisque j'affectionne immensément ma France et mon Maroc. Je suis épouse et maman comblée de jumeaux, Ouais. une fille, un garçon. Ouais. Je suis intéressée et passionnée par l'être humain, le fonctionnement du cerveau, la spiritualité, les questions existentielles qu'on peut avoir. Mais ça sent le mais derrière, non? Non, Non, il n'y a pas de mais? non, Bon, il n'y ça a pas va, de ça mais. va. Et, Oui, c'est ça. Ouais. et tout cela depuis toute petite. Pourtant, Ouais. vous faites partie effectivement de ces femmes, de ces personnalités qui n'ont pas du tout été orientées de cette manière-là. Tout à fait. C'est-à-dire les acquis, les fondamentaux, vous avez grandi dans un univers qui n'a strictement rien à voir, Rien à voir. jusqu'à vos études. Complètement. Jusqu'à il y a 2 ans, en fait. J'ai vraiment bifurqué et changé d'orientation pour vraiment, on va dire, faire ce que j'aime, même si je garde mon métier dans la finance, je reviendrai dessus Ouais. après. Mais c'est vrai, je suis une fille qui a fait une école de commerce, qui a Ouais. été ensuite HEC, HEC pour le programme pour le coaching. programme de Et neurosciences. voilà, exactement. Mm. Et oui, en fait, Mais alors, depuis 15 ans. je suis toujours fasciné, Asana, parce que je me dis, vous avez 37 ans, ça Oui, fait 2 ans que vous avez légèrement bifurqué, comme on dit, tout à fait. mais ça veut dire que vous vous êtes trompé Non, toutes les précédentes années? ah non, absolument pas. C'est pas du tout l'histoire que je m'en fais. Pas du tout. Et d'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent et qui pensent avoir fait des erreurs dans leur vie à surtout ne pas avoir cette interprétation. Justement, c'est ce qui fait en fait l'être que je suis aujourd'hui. Ouais. Donc, dans le titre, vous mettez coach, conférencière, formatrice. Oui, Vous êtes consciente que le mot coach, oui, aujourd'hui, est utilisé à toutes les sauces, tout à que fait. tout le monde est coach de quelque chose, Oui. de l'élevage d'escargots aux neurosciences. Non, mais Oui, c'est à vrai. l'immobilier. Dans oui, l'immobilier, bien sûr. il y a tout. Ça vous a pas Maquillage. posé... Exactement. Ça vous a pas posé de problème, ça, le mot coach? Non, oui et non, parce que en fait ça dépend de la population que je rencontre. Je peux être amenée à dire, je suis dans un espace, qu'est-ce que tu fais? Je suis coach. Coach en quoi? Exactement ce que vous dites là. Ouais. Et donc en fait ça dépend. Soit je rajoute développement personnel pour l'être humain, peu importe les situations, que ce soit professionnel ou personnel. Soit je laisse libre cours à l'imagination de la personne en face. Et on s'en fout. Et on s'en fiche. Et on s'en fiche. Ouais. Oui, c'est Et vrai. on s'en fiche. Ouais, ouais. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez mis coach. Donc, Ouais. on va garder coach aujourd'hui. À qui s'adresse votre expertise? Alors, sur mon site internet, je parle aussi d'exécutif coach. Exécutif parce que c'est ce qu'on, en tout cas HEC forme des exécutifs coachs, c'est-à-dire des coachs pour des coachings individuels, mais destinés à des particuliers, mais également à des entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui cherchent à faire accompagner leurs employés, leurs dirigeants, leurs managers. Soit dans le cadre d'un coaching individuel, soit dans le cadre d'un coaching de groupe, soit, moi c'est ce que je propose aussi, des coachings d'organisation qui sont plutôt destinés soit à des entreprises, soit à des associations, suivant les enjeux que ces organisations peuvent rencontrer. Pas de particulier? Si, et les particuliers. J'ai commencé d'ailleurs comme ça. J'ai commencé avec, en coachant des particuliers. Et j'aime ça, évidemment. Alors, on va voir tout au long de cette émission, on va voir votre singularité, de quelle manière vous les accompagnez et Oui. comment est-ce que vous vous êtes formé évidemment pour ça. Oui. Tout est possible à celui qui croit. Revenons sur cette fameuse phrase, moi qui m'a immédiatement. C'est comme le quand on veut, on peut. Oui.
Vous êtes d'accord avec cette phrase? Quand on veut, on peut. Il faudrait redéfinir ce que c'est que la volonté. Parce que lorsqu'on commence à comprendre un peu le fonctionnement du cerveau, alors je ne suis pas du tout docteur en neurosciences et d'ailleurs ça ne m'intéresse pas, je suis plutôt partisan du moindre effort et comprendre ce que les progrès des neurosciences nous apportent pour pouvoir après servir l'être humain, l'accomplissement de soi et cette fameuse quête. Moi j'appelle souvent ça cette quête dans ce fameux passage sur Terre. Et donc quand on veut, on peut. Non, quand on croit, on peut, plutôt. C'est-à-dire qu'il faut effectivement y croire fortement, se projeter. Complètement. Visualiser. La visualisation la également. Visualisation, Oui. et efficace puis, évidemment, parce qu'il y a visualiser et visualiser. Ouais. Mais je reprendrai la phrase d'Henry Ford, alors je ne sais pas exactement ce qu'il dit, comment est-ce qu'il le formule, mais que tu penses pouvoir le faire ou ne pas pouvoir le faire, dans les deux cas, tu as raison. Dans les deux cas, tu as raison. Donc si je pars déjà défaitiste dès le départ, il y a des fortes chances. Alors, je pars déjà du postulat de base qu'il n'y a pas de règle. Enfin, on peut penser ça et y arriver, comme penser l'inverse et ne pas y arriver. Moi, ce que je viens surtout souligner, présenter, c'est on est tous faits différemment. On a tous une âme et une espèce de combinaison qui fait que je serai différent de vous et c'est comme ça. Et même des jumeaux sont différents avec les mêmes parents, la même éducation. Donc il y a quelque chose qui nous est propre. J'appelle ça l'âme. Et en fonction de ça, en fonction de notre vécu, en fonction de nos conditionnements qu'on a reçus, en fonction de notre mission sur Terre, je mets ça entre guillemets, eh bien, on va être amené à faire des choix et à accomplir certaines choses. Mais pour moi, évidemment, le croire, c'est le plus important. Ouais. Est-ce que votre double culture était un atout dans votre cheminement, ou est-ce que il y avait des disparités entre ces deux cultures qui ont fait que ça a été compliqué, peut-être, d'arriver à ce que vous êtes aujourd'hui? Quand vous parlez de l'âme, quand vous parlez de spiritualité, quand vous parlez de toutes ces choses-là? Alors, ça peut être... Moi, aujourd'hui, j'en fais une richesse, mais quand je reboucle la cassette il y a quelque temps, évidemment que je ne vais pas dire que c'était une richesse. C'est sûr. C'est comme les personnes qui souffrent, lorsqu'elles tournent la page, évidemment, la plupart des personnes vous disent c'est ce qui m'a construit, c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui a construit ma force aujourd'hui. Donc je ne vais pas être dans le déni, et évidemment qu'avant, c'était pas non plus un handicap, mais ça m'a poussé et conduit à me poser certaines questions existentielles dès mon plus jeune âge. Dès mon plus jeune âge, je me souviens d'être dans une cour de récréation et de me dire mais qu'est-ce que je fous là? Vraiment, qu'est-ce que je fous là? Et quelquefois, ça revient dans cette question. On est même au sein de ma famille, au sein de mes proches, dans un groupe d'appartenance dans lequel je suis bien, je me sens bien. Il y a cette question qui revient, alors de moins en moins. On aurait pu imaginer qu'avec aujourd'hui ce que vous êtes, dans votre accompagnement, vous avez la réponse à cette question. Je suis sur le chemin. Et vous le serez toute votre vie. Et je serai dans ce cheminement toute ma vie. Sans doute. Ouais. Apparemment, le chemin est plus intéressant que l'arrivée. Donc, regardez, c'est ce qu'on dit. Je me garde ça. Oui. Le chemin est plus intéressant en tout cas. Ouais. Alors, on va voir votre parcours de vie et puis on va voir les outils que vous utilisez pour maintenant, au travers de votre expertise, de quelle manière vous accompagnez ceux et celles qui font appel à vos services. C'est important. Quand je disais que vous étiez aux antipodes de ce que vous êtes aujourd'hui, c'est que vous avez évolué dans un univers de la finance? Oui, complètement. Alors encore avant, si je reviens juste un step avant, moi je suis issue d'une double culture. Mes parents sont venus dans les années 70 du Maroc, fuyant cette précarité, mais comme bon nombre dans les années 70, soit du Maroc, soit de l'Algérie, soit du Portugal. Et se sont installés dans un des plus beaux quartiers de Paris, le 16e arrondissement. Pas pour avoir un appartement haussmannien, mais pour avoir un logement plutôt cosy et très petit, en tout cas. Okay. Ah oui, plutôt très petit, qui pour moi
après évidemment des années d'introspection et de tentative en tout cas de compréhension de qui je suis, a développé chez moi à l'époque un complexe d'infériorité. Même en étant dans le 16e? Ah oui, parce que j'étais dans le 16e, dans un appartement exigu, parmi des amis que j'aimais évidemment profondément, qui étaient dans des appartements. Donc incompréhension, injustice, pourquoi eux et pourquoi pas moi et pourquoi. Et on définit souvent les personnes par leurs valeurs et qu'est-ce qui est important pour eux. Et moi, ce qui est important pour moi, c'était la beauté, c'était le confort, encore aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Les signes extérieurs de richesse? Non, le confort, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une activité où j'ai envie j'entendais souvent des amis qui disaient mais oui, moi ce week-end ou pendant les vacances, je vais sur le bateau de papa. Ça, c'est un confort. Oui, parce qu'il faut préciser que le 16e arrondissement, pour ceux qui nous regardent à Paris, c'est un des quartiers les plus chics de Paris. C'est le Beverly, oui, tout à fait. C'est le Bel Air de Beverly Hills. C'est le quartier chic de Paris, évidemment, entre autres avec le 8e, avec le 7e, 5e et autres. Et attention, je n'ai manqué de rien parce que mes parents ont eu cette intelligence et ce niveau de conscience qui ont fait que en tout cas avec mes frères et sœurs, on n'a manqué de rien. Mais frustration. Mais grosse frustration. Grosse frustration je me souviens, au lycée, j'étais face à la conseillère d'orientation comme tout le monde pour essayer de voir qu'est-ce qu'on allait faire de notre vie. Et ma seule motivation, et j'étais avec ma mère et je me disais mais est-ce que je vais poser la question ou pas, c'est où est-ce qu'on gagne du fric? C'était ça ma motivation. C'était pas où est-ce qu'on était. Pour sortir de ça. Pour avoir justement ce confort. Et pour moi, c'était uniquement, d'où aujourd'hui, pourquoi est-ce que je propose la relation à l'argent? Évidemment, c'est lié, des ateliers autour de ça. Mais en tout cas, à l'époque, j'ai été animée par ça. Alors c'est bien, c'est pas bien, je porte pas de jugement. En tout cas, je ne porte plus de jugement. Je suis passée par une phase où... Et vos parents l'ont su? Ah oui, ils l'ont su parce que j'ai fini par la poser la question. Comment on fait pour gagner plus d'argent? Comment je fais pour... Mais quand un enfant pose ça à ses parents, comment on fait pour gagner plus d'argent? Ça veut dire que vous vous compariez à ce qu'ils avaient eux. Tout à fait. Donc c'est violent pour eux. C'est violent, c'est vrai. Alors il y avait de ce que je vois en tout cas et de ce que j'ai ressenti, plutôt un sentiment de fierté. Ah, elle a compris, en tout cas dans leur schéma, elle a compris qu'elle veut réussir. Qu'elle veut réussir, exactement. Et la réussite passée par... J'étais une fille qui avait plutôt des bonnes notes et qui était bien rangée. Voilà. Et donc, surtout pour mon père, parce que j'ai surtout un regard très patriarcal dans les on va dire, les cultures orientales, il y a beaucoup de ça, c'est... J'ai une fille qui veut réussir, qui cherche l'excellence, qui cherche la meilleure école, mais pour gagner du fric. Mais c'est intelligent de leur part de l'avoir pris comme ça. Oui, c'est vrai, parce qu'ils auraient pu avoir une autre interprétation. Ils auraient pu avoir une autre interprétation en disant, voir une sorte de complexe ou une sorte de comment on appelle ça, de culpabilité. Tout à fait, c'est vrai. Non, ils ont plutôt été dans l'approche je suis fière, je peux dormir tranquille, de toute façon, elle ramène des bonnes notes, j'ai même pas besoin d'être derrière elle, et puis elle réussira avec leur définition de la réussite. Donc ça, c'est aux alentours de quoi? 14 ans, 12, 14 ans? Voilà, oui. Même avant. Où peut-on gagner du fric? C'était... À l'époque, il n'y avait pas encore Internet, mais je pense que sur les premières recherches que c'était ça. C'était comment gagner vite de l'argent ou comment est-ce qu'on peut générer de l'argent. Et alors, c'était évidemment, j'imagine, bien sûr, pour gagner mieux votre vie, mais c'était surtout pour sortir du cadre dans lequel vous étiez? Sortir de cet appartement, sortir du carcan familial, sortir de tout ça? Il y a un peu de tout ça. Il y a sortir de ce carcan familial. Il y a aussi faire bénéficier mes proches. Voilà, j'ai eu beaucoup cette croyance de on s'est sacrifié pour toi. Et pour eux, c'est vrai, puisque cette croyance est vraie. On s'est sacrifié pour vous, même pour nos enfants. Pour la fratrie. Exactement. Et je suis redevable. Donc il y a ça, il y a ce truc de
Moi aussi, j'ai envie d'avoir une belle voiture. Moi aussi, j'ai envie d'avoir une belle montre. Comme moi les aussi, copines. Comme les copines. Il y a évidemment de ça aussi. Et j'ai, bien sûr, ça, je l'ai compris après, bien sûr. En fait, j'ai remarqué qu'on est beaucoup tributaire, on est beaucoup dépendant du regard des autres. Et j'ai compris, en tout cas dans le 16e, à l'époque, maintenant j'ai une autre interprétation, mais en tout cas j'ai compris à l'époque que si je n'avais pas cette voiture, ou si je ne roulais pas dans la marque de cette voiture, ou je n'allais pas là ou là en vacances, je n'étais pas quelqu'un. J'avais associé ça en fait dans mon esprit. Donc pour moi, argent était collé à mon identité et à ma légitimité. Et c'est là où c'est dangereux. Complètement. Parce que vous auriez pu effectivement avoir cette motivation qui vous pousse dans les études, qui vous pousse à réussir, et c'est un bon moteur. Tout à fait. Mais à l'inverse, c'est quelque chose qui vous dévalorise complètement, qui vous culpabilise complètement, oui. Et qui vous atteint. Et qui m'atteint complètement, parce que mon moteur n'est plus l'amour de faire quelque chose ou l'amour d'être dans un domaine, c'est plutôt la peur de revenir dans la précarité. Mais mon père nous raconte, à l'âge de 9 ans, il a commencé à travailler. Lorsqu'ils sont arrivés à Paris, mes deux parents n'ont jamais connu le bureau de chômage. Et ça me rappelle la phrase de Jamel Debbouze qui disait, c'est pas le cas pour mes parents, mais mes parents, je les ai toujours vus travailler dur pour devenir pauvres. et moi, mon moteur, c'était justement la peur. Là où justement j'encourage, et lorsque j'accompagne les personnes que je coach, justement on essaye de venir déceler s'il y a une peur derrière, pour justement la traverser, la libérer, et pour pas que justement le moteur soit cette peur. Est-ce que cette construction, Hassana, avec le recul maintenant, elle a créé des névroses? Chez moi? Ouais. Bah, certainement. certainement. Ou un mal-être existentiel? Un mal-être existentiel, des névroses, je vais être honnête, oui. Oui, parce que je pense que quand j'ai décidé de me former à l'Institut des neurosciences appliquées pour comprendre le cerveau, quand j'ai décidé de me former à HEC, justement, on s'est retrouvés dans cette promotion, et ce qui bien sûr, on était tous différents, mais ce qui nous ralliait, c'était cette volonté de se comprendre et de se dire, déjà, est-ce que je suis fou? De répondre à cette fameuse question, en tout cas pour ma part, mais qu'est-ce que je fous sur Terre? Est-ce que j'ai pas une famille céleste ailleurs à laquelle j'appartiens? Et peut-être que c'est vrai, parce que j'ai cette croyance aussi. J'imagine la question que vous posez à vos parents. Est-ce que je viens d'une famille céleste? Est-ce qu'il y a une autre dimension? Tout à fait, oui. Ça a grincé des dents ou pas à la maison? J'ai pas eu de réponse. J'ai pas eu de réponse. Ouais, parce que la question n'a pas été comprise. Voilà, okay, mais la question a été... Mais vous l'avez posée? Ah oui, je l'ai posée. Je me souviens, à 6 ans, je leur ai dit, j'ai pris ma mère et mon père et je leur ai dit, mais tes parents, ils ont des parents qui ont des parents qui ont des parents, et donc ça va jusqu'où? Parce que moi, je viens d'où? J'avais posé cette question. Parce que je pense qu'il y avait ce truc de le qu'est-ce que je fous là, cette question existentielle, elle nous amène aussi à est-ce que j'ai ma place sur Terre? Et cette croyance-là de est-ce que j'ai ma place sur Terre, est-ce que je mérite d'être sur Terre et donc de vivre, ça va très loin. Ouais, ça va loin. Je le vois souvent, j'allais dire malheureusement, mais bon, lorsque je viens déconstruire des croyances avec mes coachés. Ils arrivent avec une problématique ou ils arrivent avec un objectif, on essaye de comprendre ce qui se passe, et lorsqu'on essaye de faire de remonter en tout cas le schéma des croyances et le système de croyances, il y a souvent cet aspect existentiel qui revient. C'est dingue. Hein. Ouais. En tout cas, vous le dites, hein, dans votre enfance, il y a quand même eu des impacts physiquement, ça vous a marqué. Oui, vous avez tout aussi à fait. Entre les prises de poids, les choses comme ça. Donc il y a quand même eu un impact psychologique. Oui. Alors, on va dire que extérieurement, j'étais bien, tout allait bien, même si exactement la fameuse façade pour avoir cette validation sociale. Mais intérieurement, non, ça n'allait pas. Il y avait ces questions existentielles et donc qui me poussaient. En tout cas, moi, c'est ce que plein d'autres, les gens peuvent le traverser différemment. Mais en tout cas, moi, ça a été des prises de poids, des pertes de poids, enfin, une espèce de yo-yo continuel. Et ça n'alerte pas vos parents?
Ça les alerte évidemment pour m'emmener chez le médecin qui me met sous régime et qui me dit il faut juste voir ce que tu manges. Mais ça s'arrête là. Ouais. Ouais. Alors que la cause n'est pas réglée. Alors que la cause n'est pas réglée. D'ailleurs, je ne sais même pas si elle est encore réglée. Je ne souffre plus, Dieu merci, de problèmes de poids. Mais en tout cas, derrière, évidemment, c'est l'arbre qui cache la forêt. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Vous allez ensuite donc travailler 14 ans dans la finance. Complètement. J'y suis encore. Vous êtes encore. Ouais. Encore une fois, l'argent. Ah, complètement. Avec Banque, les cabinets d'audit, de Tout conseil, ouais. etc., etc. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que vous êtes dans un pays où, j'en parlais pas plus tard que ce matin encore, vous êtes dans un pays où la relation à l'argent est très compliquée. Hein. Oui. Oui, complètement. On est dans un pays où afficher en tout cas des signes extérieurs de richesse n'est pas bon. Ouais, c'est un problème. On a un problème avec l'argent en France. Hein. Alors j'ai voulu me dire que c'est une croyance et que non, mais c'est vrai que je vois ça, c'est factuel. On a un problème avec l'argent, on a un problème avec la réussite. Tout à fait. Et on a un problème quand on associe argent, réussite, spiritualité. Oui. Ou développement personnel. Oui. Exact. Là, on se dit, c'est pas bon. Oui, complètement. Qu'est-ce que vous expliquez aux gens quand vous êtes dans une approche d'accompagnement, de coaching, de bien-être, de développement personnel, et que vous ne parlez que d'argent? Alors, je ne parle pas que d'argent, mais l'argent, mais c'est vrai que l'argent, c'est ce qui vous a construit. Voilà, moi j'ai aucun problème à dire lorsque je suis, je sais pas moi, dans un dîner, si on me demande combien tu gagnes, je le dis. Oui, c'est ça. Mais par contre, je vais sentir en face le malaise. Puisque, est-ce qu'elle va me dire, moi aussi, et toi, combien tu gagnes? Il y a ce truc qui fait que, évidemment, et qui vient de nos schémas de croyances, parce que mes parents, c'est pareil. Hein, en tout cas en France, si tu dévoiles combien tu gagnes, et puis si tu as des signes qui font que, ok, bah, tu appartiens à une certaine classe, il y a directement des jugements. Mais moi, j'ai développé un outil, mais alors on peut se l'approprier dans toutes les sauces. C'est l'art de s'en foutre. C'est l'art de s'en foutre complètement. L'idée, c'est justement de venir déconstruire tout ça. Après, l'art de s'en foutre, attention, évidemment, j'ai mis du respect à la personne qui est en face et qui est aussi dans son propre cheminement et dans ses conditionnements. Moi, il y a 15 ans, c'était pareil. J'avais pas ce même niveau de conscience qu'aujourd'hui. Et encore une fois, ce que je suis en train de dire, je suis pas au-dessus de quelqu'un, pas du tout. Mais l'art de s'en foutre, quand vous aviez 14 ans, ça n'existe pas. Non. Clairement. Non. Alors, ça veut dire quoi, l'art de s'en foutre? Ça veut dire que même si vous voyez quelqu'un qui s'affiche, oui, avec un certain niveau de vie, avec une certaine aisance qu'on peut comprendre au travers de signes extérieurs de richesse, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout si lui est bien comme ça. Pourquoi venir, justement, si ça vient nous chercher ou si ça vient, en tout cas, susciter des émotions, générer des émotions qui ne sont pas agréables, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre chez nous. C'est qu'il y a peut-être une part d'ombre ou des parts d'ombre qui ne sont pas... Est-ce que vous n'essayez pas de vous auto-convaincre? Peut-être, mais en tout cas, ça me va. Et ça marche. Et ça marche. Dans mon livre, j'en parle, le fameux déni. Est-ce que en me disant que tout est possible à celui qui croit, ou je peux dire une chose, je peux conclure une chose, en tout cas de cette phrase, c'est que aujourd'hui, je suis sachante, je sais profondément, je suis convaincue profondément que lorsque on croit avec nos tripes en quelque chose, même si aujourd'hui, on ne sait pas comment le faire, comment y arriver, quelles sont les personnes qui vont nous aider pour y arriver, mais si on y croit profondément et qu'on lâche prise, il y a cette notion, quand je parle de spiritualité, de lâcher prise et aussi d'avoir la foi en l'invisible. Alors attention, je me nourris beaucoup des textes, des différents textes des religions, mais évidemment, je ne mets en aucun cas en devant sur le devant de la scène une religion. Pas du tout, aucun prosélytisme, aucun. Mais je me nourris beaucoup. Qu'est-ce qui m'anime et qu'est-ce qui m'inspire? Quand je lis dans la Bible, parce que ça vient de là, hein, tout est possible à qui veut le croire, à celui qui croit, qui demande, reçoit, qui cherche quelque chose, on lui donnera. Moi, ça me fait du bien. Moi, ça me fait du bien.
il y a une phrase qui dit « Quel est le père qui donnerait à son fils une pierre alors que celui-ci demande du pain? Alors à combien de raisons le Père Céleste, donc l'univers, on l'appelle comme on veut, donnerait-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande ?» Pour moi, c'est hyper puissant. Oui, ça parle. Ça nous parle. Et moi, je me nourris en tout cas de ces passages, de ces références, pour véhiculer la paix. Parce que je me dis, finalement, rien n'est hasard. Je fais vraiment partie des personnes qui disent que rien n'est hasard, que si aujourd'hui on se rencontre, c'est pas un hasard. Et je porte en fait ma double culture, mes traditions, pour véhiculer des valeurs d'inclusion, des valeurs de paix, surtout en ce moment dans le monde, des valeurs de bienveillance. Quand je fais des coachings, même en entreprise, je reviens souvent à la communication non violente. Mais bon sang, mais si des hommes politiques avaient juste... on intégrait ça dans les différents débats. C'est pas des exemples, clairement. Je pense que voilà, le monde se porterait mieux. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Pas des exemples. Vous allez dans l'hémicycle, oui. Il y a des noms d'oiseaux qui fusent à droite à gauche, il y a des... Voilà. Oui, malheureusement, et on a perdu... Moi, je suis profondément convaincue qu'on est... Enfin, un nourrisson, c'est un nourrisson. Le pire déchaîné de la Terre qui a tué des gens, avant, c'était un nourrisson. Et je suis profondément convaincue que si ce bébé a reçu l'amour nécessaire et on l'a laissé, on va dire, bien sûr dans un cadre, libre cours à sa créativité pour devenir qui il est, il y aurait moins de déchaînés sur Terre, il y aurait moins voilà, on a besoin d'amour. Souvent, lorsque je fais des travaux d'accompagnement, on revient à quelles sont nos valeurs. Je demande souvent quelles sont vos valeurs. La question surprend, mais qu'est-ce qui est important pour toi? Puisque c'est ça qui va te driver dans ta vie, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou que ce soit en tant que salarié, peu importe. Et quels sont tes besoins? Et il y a un besoin qui est fondamental, c'est le besoin d'amour. Mais oui. C'est le besoin d'amour et on a souvent honte de le dire. En tout cas, moi, dans ma famille, dans ces traditions, il y a beaucoup de pudeur. Il y a beaucoup de pudeur. Il y a surtout pour les hommes, il y a cet aspect de tu dois être fort. Un homme, ça pleure pas. Tu dois être fort. Et non, pour moi, l'idée, c'est vraiment de revenir à reconnaître ses besoins. Et le besoin d'amour, c'est un besoin sur lequel on doit mettre de la lumière. Il y a une étude qui a été faite dans les années 40 où on a pris, ça a été fait par le psychiatre René Spils, qui a pris 2 groupes de bébés. Ça, moi, quand je l'ai su, ça m'a... On a pris 2 groupes de bébés. Un groupe de bébés dont les mamans étaient en prison la journée, mais qui procuraient à leurs bébés tous les soins nécessaires en journée, exactement. Et un autre groupe de bébés qui était abandonné dans un orphelinat, qui également recevait des soins, mais pas de façon individualisée. Il n'y avait pas l'amour maternel. Exactement, il n'y avait pas l'amour maternel, ou en tout cas d'une référente affective, qu'on peut appeler comme ça. Eh bien, on voit clairement au bout d'un certain temps que ce deuxième groupe de bébés qui n'a pas reçu de façon individuelle cet amour commence à développer des troubles du comportement, un regard figé, des visages complètement figés, des regards qui sont vides, il n'y a pas d'interaction qui se fait. Enfin, pour moi, ça me touche profondément. Et j'en profite parce que mon livre qui va sortir dans les prochains mois, j'ai décidé que la moitié des fonds que je récolterai de la vente de ces irait pour les enfants défavorisés. Irait pour les enfants défavorisés. Et je pense notamment à 2 associations. Une association qui s'appelle Vision du Monde, qui agit, qui est complètement... Alors les 2 associations sont pas du tout investies de façon politique, elles sont complètement apolitiques. Et il y a Vision du Monde pour une association pour laquelle avec laquelle je souhaite travailler. Et il y a SOS Village d'enfants au Maroc, qui est placé sous la présidence de son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, qui œuvre justement pour les orphelins, pour les enfants qui souffrent et les mamans, ou en tout cas les familles qui sont en détresse.
Sur cette notion d'amour Oui. dont vous parlez, et ça c'est intéressant de revenir un instant là-dessus, parce que vos parents, votre père justement en l'occurrence, n'a pas grandi dans cette notion de tu es un homme, tu ne pleures pas, tu Oui. dois être fort. Il a grandi dans cette notion-là, je veux dire. Oui. Il n'a Oui, pas tout à fait. grandi à l'inverse dans tu as le droit d'avoir ta part de féminité, tu as le droit Ah oui, bien sûr. d'être faible par moment, tu as le Ouais. droit d'avoir des émotions, etc., Complètement. etc. Quand ils vous entendent aujourd'hui, Oui. ils doivent un petit peu halluciner, non? Ben en fait, ils ont un... oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a un peu mais je ne comprends pas tout. Mais encore une fois, ça m'amène à dire que de toutes les façons, nos parents, peu importe comment est-ce qu'ils nous ont élevés, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents voilà, qui nous ont tout donné. En tout cas, c'est ce que... Mais peu importe en fait nos parents et ce qu'ils nous ont, comment est-ce qu'ils nous ont élevés, ils nous ont élevés avec un état de conscience qui était le leur. Absolument. S'ils pouvaient faire autrement, ils l'auraient fait. Il y a cette chose-là, et il y a aussi une chose qui est très importante, qui est que peu importe en fait ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils sont, ils ont 30 ans, 40 ans, 20 ans d'expérience de plus que nous sur cette terre. Et on ne peut pas balayer d'un revers ce nombre d'années. C'est une expérience, et ces 20 ans, ces 30 ans, ces 40 ans, on ne les aura jamais. J'aurai jamais plus de 40 ans. Et ça, c'est très important de revenir un peu à cette humilité face à eux pour aussi donner une autre interprétation à son enfance. Alors voyons un peu, Hassana, maintenant, la suite de votre parcours, parce que effectivement, donc, on a bien compris le questionnement de votre d'adolescence, ensuite le questionnement, la frustration, parfois même peut-être de la colère aussi, de l'incompréhension sur pourquoi j'ai pas ci, pourquoi j'ai pas ça et les autres ont, etc., etc. Donc vous vous construisez là-dessus, ce rapport à l'argent que vous avez, les brillantes études que vous allez faire dans la foulée. Et puis il y a un point de bascule. Oui. Période Covid. Tout à fait. Ça switch. Oui. Là, vous prenez conscience qu'il faut faire autre chose. En tout cas, il faut essayer d'évoluer autrement. Tout à fait. Tout à fait. La période de Covid, évidemment, lorsque je l'ai vécue, je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est la fin du monde. J'allumais la télé, il y avait le nombre de morts qui déferlait chaque 10 minutes. Et je me suis dit, et là, en fait, j'ai pris conscience que en fait, la vie peut s'arrêter, qu'on n'est pas éternel sur cette terre, ça va mieux en le disant. À ce moment-là, je me suis aussi réconciliée avec la mort. J'ai toujours été, la plupart en fait, d'entre nous, en tout cas dans nos cultures occidentales, on voit la mort comme une fin en soi. Alors que finalement, c'est un pas sage, un pas plus loin sage. Et c'est tout. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'être humain, à ce que je veux vraiment faire dans ma vie, au fait que si demain je meurs, qu'est-ce que je vais regretter ou qu'est-ce que je vais laisser ou alors qu'est-ce que je vais laisser? Comment est-ce que je peux contribuer sur Terre avec ma petite... Voilà, toutes ces questions ont fusé. Et moi, j'ai souffert d'un Covid long, donc j'ai été arrêtée pendant quelques mois. Et évidemment, je ne me suis pas arrêtée par hasard. Donc, je pense que mon corps a dit stop. On ralentit pour voir comment est-ce que je peux évoluer, quelle porte je peux... Et j'étais un peu dans le flou. Je savais ce que je ne voulais plus faire, mais je savais en tout cas ce qui m'animait, c'est-à-dire les interactions humaines, grandir en allant... je ne sais pas, moi je passe un moment avec un démuni dans la rue, moi ça me nourrit. Et vous le faites encore aujourd'hui? Et je le fais encore. Je le fais encore. Et peu importe mon état d'être, je sors du bureau et voilà, j'ai envie de m'arrêter. Il y a un élan comme ça qui me prend. Je m'arrête et au bout de 10 minutes, il y a des choses que je comprends. Et j'invite d'ailleurs vraiment les personnes à faire ça parce qu'on est tous liés. Il y a une loi qui s'appelle la loi de l'unité. On vient tous d'une même source. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui que vous avez de la chance? Oui. Ah oui, je me considère chanceuse, oui, bien sûr. Je me considère chanceuse parce que, déjà, tout court parce que je me réveille le matin et je marche, j'ai un corps qui fonctionne, je suis en bonne santé.
Vous faites des bonnes pâtisseries. Je fais des... C'est ma mère qui les a faites. Oh, alors merci à la maman d'Assana, parce que vraiment merci. Ouais. Et rien que ça, en fait, ce sentiment de gratitude. Alors la gratitude, on en parle souvent en développement personnel, mais il y a des vertus à ce concept-là. Alors en psychologie, la gratitude, c'est un sentiment. Je suis reconnaissante de passer un moment aujourd'hui ici. Et d'être en bonne santé, c'est un sentiment. Plutôt les traditions religieuses, c'est plutôt un acte. Un acte qui fait exister en tout cas un bienfaiteur au-dessus de nous qui nous donne aujourd'hui la vie. Mais peu importe en fait nos croyances, je me dis que je suis chanceuse parce que je marche, parce que j'ai un corps qui fonctionne, parce que j'ai un toit chez moi, parce que je vis de ce que... Enfin, voilà, je suis créative. Vous dites que vous êtes une femme épanouie, heureuse. Complètement, je suis comblée. Avec vos enfants, etc. Et des fois, ça ne tient à rien, il n'y a plus besoin. Et là, je reviens à mon discours d'enfant où est-ce qu'il faut un bateau pour être heureux? Et peut-être parce que pour certains évidemment. Bien sûr. Et puis on évolue tous, on est des êtres qui évoluent, mais c'est plus subtil que ça en fait. C'est beaucoup plus subtil que ça et j'ai mis énormément de temps à le comprendre. Et quelquefois juste un sourire, vous faites un sourire à quelqu'un. La personne en face était dans une anticipation de qu'est-ce que je vais faire demain, de comment je vais recevoir ma belle-mère. Et en fin de compte, un sourire, ça détend le cœur et c'est ça en fait, c'est ça le bonheur. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos comme ça sur Internet, d'ailleurs, sur les réseaux, où on voit des gens qui ont des initiatives dans la rue. Et alors, au départ, il y a un effet de surprise, et puis après, le sourire arrive, voir les éclats de rire aussi, et puis quelques accolades aussi. Donc, Covid, prise de conscience. Tout à fait. Prise de conscience, c'est bien beau. Qu'est-ce qu'on fait après? Prise de conscience, et là, je me dis, OK, je me pose cette fameuse question, si je meurs demain, qu'est-ce que j'aurais aimé faire? Qu'est-ce que je voudrais dire sur mon lit de mort à mes enfants ou à ma famille? Je suis contente, j'ai fait ça. Ouais. Et je décide de me former à l'Institut des neurosciences appliquées à Paris et à HEC. Je fais le double cursus. Mais pour faire quoi? Pour devenir coach, pour accompagner les gens. Alors, quand je me suis dit, je me suis pas réveillée un matin et je me suis dit, je vais devenir coach. J'ai commencé à regarder sur Internet, mais qu'est-ce que je peux aujourd'hui, comment est-ce que je peux contribuer dans le monde avec mes qualités. On me dit, je suis ouvert d'esprit. On me dit que j'ai quelque chose qui fait que je rassure les gens. Je les mets en sécurité, en confiance. Comment est-ce que je peux utiliser ça? Et donc, de fil en aiguille, je me suis dit, OK, peut-être que coach, ça m'irait. Et aujourd'hui, je dis ça, peut-être que demain, je vais avoir encore une autre illumination et je vais faire autre chose. Mais en tout cas, ce déclic-là m'est venu comme ça. Mais vous ne lâchez pas la finance? C'est en train. En tout cas, à l'époque... Même si j'y suis très bien. À l'époque Covid et l'après-Covid, vous ne lâchez pas la finance? Non, je ne lâche pas. Vous continuez, évidemment. Complètement, oui. Je ne lâche pas, je continue. J'obtiens ces certifications, j'en suis très heureuse et très fière. Et je me dis, je suis plus ce fameux rond ou on va prendre l'exemple du rond, mais je suis plus ce fameux rond qu'on a envie de mettre dans un carré. C'est ça. Ou la petite fille modèle qui doit ramener ses bonnes notes pour justement répondre à cette perfection. La perfection, c'est mortifère. Lorsque des fois je me surprends à penser à des choses, en fait, je tends vers « mais comment je peux être parfaite ?» Et on est tous, malheureusement, enfin la plupart d'entre nous, régis par cette croyance-là. Oui, mais c'est pas parfait, donc je le fais pas. Et du coup, c'est mortifère. Du coup, je ne bouge plus. Et ça me fait penser à un précepte talmudique qui dit Nasse venishma. Ça veut dire nous le ferons, puis nous le comprendrons. Mets-toi en mouvement, ouvre des portes, marche, danse, fais quelque chose, bouge-toi, et tu comprendras ensuite le but. Exactement, ose. Ose, peu importe tes capacités, en tout cas. Tu as un état d'observation qui fait que tu vois uniquement ces facultés. Mais
mets-toi en mouvement, tu verras autre chose. Tu bougeras les énergies et tu seras dans un état de conscience différent pour pouvoir accomplir ce que tu souhaites. Donc, vous vous mettez en mouvement, vous vous formez, évidemment. Donc, ça, c'est l'aspect théorique. Oui. Il faut passer à la pratique. Et il faut passer à Comment est-ce qu'on accompagne? Quels sont les outils que vous proposez dans vos accompagnements? Et de quelle manière? Parce qu'en entreprise ou auprès de collectivités, des associations ou des particuliers, j'imagine que vous adaptez. Donc, c'est peut-être pas nécessairement les mêmes outils pour tout le monde. Alors, la posture est la même, le cadre est le même. Il y a une espèce d'alliance qui doit s'opérer entre le coaché et le coach. Ça, c'est évident. Et si ça ne s'opère pas, ça devient une discussion de salon, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'aucune transformation peut s'opérer chez le coaché. Ce n'est pas désagréable pour le coach, mais ce n'est pas honnête. Donc, l'idée, c'est vraiment d'instaurer un climat de confiance avec le coaché. Une espèce de sécurité, évidemment lui répéter que tout est confidentiel et ensuite la personne peut se mettre à nu. C'est compliqué hein, un coaching. Un coaching, c'est pas, on est face à quelqu'un qui finalement en tirant la ficelle et il vous apporte un objectif ou une problématique que pour lui on doit, alors que c'est lui hein, qui doit résoudre. Il y a des questions. Alors, je n'ai pas d'outils particuliers. J'utilise beaucoup la pratique narrative, qui est une pratique qui met en place, qui fait extérioriser la problématique de la tête ou de l'esprit de la personne. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant d'aller exploiter ça, surtout lorsqu'on sait que notre inconscient régit notre comportement et donc notre réalité à hauteur de 90%. C'est très intéressant d'aller explorer l'inconscient et d'utiliser les pratiques narratives, mais en tout cas, je l'utilise beaucoup. Mais l'idée, c'est vraiment de faire comprendre à la personne, en tout cas en coaching, pas en conseil, que le coaching est différent du conseil. Je ne suis pas là pour donner des conseils, je suis là pour faire accoucher, comme dirait Socrate, la personne, le coaché, de sa propre réalité. Il vient avec un état de conscience et une problématique ou un objectif, aujourd'hui à une date donnée, avec les facultés et sa conscience aujourd'hui. En posant des questions que je veux pertinentes et qui décalent, en tout cas de la réalité, je lui fais prendre du recul. Et là, il y a des prises de conscience qui s'opèrent pour regarder la problématique différemment, pour agir, pour se mettre en mouvement. Ça veut dire qu'il y a cet échange que vous faites, et puis il y a une partie pratique aussi, c'est-à-dire qu'il a des choses à faire ou pas. Enfin, alors je déteste les devoirs. Hein. Je dis jamais à quelqu'un. J'en ai tellement bavé que je n'en veux plus. Mais j'essaye en tout cas à la fin d'une séance de faire repartir le coaché avec une question, une interrogation en suspension, exactement, bien sûr, qui va susciter chez lui sans effort, parce que peut-être en dormant, peut-être dans ses rêves, peut-être une interrogation, des réponses en tout cas, qui vont être la source d'un chemin, d'une nouvelle. Souvent, ils viennent avec je suis dans une situation, c'est soit je dois faire un choix A ou un choix B. Et très souvent, ce que j'observe, c'est jamais ni le choix A ni le choix B, c'est autre chose qui s'ouvre et auquel on n'avait pas du tout, même moi, conscience au départ. Conscience, ouais. Ouais. Qui sont les gens qui font appel à vous aujourd'hui ? J'ai de tout. J'ai des dirigeants d'entreprise, j'ai des salariés. Alors, c'est des dirigeants pour eux, pour la cohésion de groupe? Non, pour eux. C'est des entrepreneurs. Des entrepreneurs. Okay. J'ai des personnes qui sont, on va dire, qui ont un certain statut social en France ou à l'étranger. Et je n'ai mis en place mon site internet que depuis peu. J'ai vraiment, en tout cas, réussi à générer toutes ces personnes qui sont venues à moi par le bouche à oreille. C'est ça. Ce qui est sans doute la meilleure des, voilà. la meilleure des campagnes promo.
Tout à fait. Et pour dire aussi qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas besoin de s'acharner à envoyer des mailing lists. Peut-être que c'est bien. Des tunnels de vente. Des tunnels de vente. Peut-être, j'en suis pas. C'est bien aussi. Mais il y a aussi il y a un truc, si on revient à cette fameuse loi de l'unité où on se dit qu'on est tous interconnectés. Moi, je vais faire un coaching avec quelqu'un, ce quelqu'un en sort transformé, où il y a des prises de conscience qui se font, m'apporte d'autres personnes qui me rapportent d'autres personnes. Et en tout cas, moi, ça me fonctionne. Est-ce que vous avez, moi j'aime bien demander ça à ceux qui s'installent sur ces canapés, je demande toujours un exemple. Est-ce qu'il y a un exemple qui vous vient en tête d'un accompagnement que vous avez pu faire et puis où vous avez vu une transformation incroyable ou une évolution particulière et qui vous a vraiment, vraiment touché Oui. Oui, parce que souvent, lorsque la confiance se fait, alors pas la première ou la deuxième séance, mais à partir de la troisième, lorsque vraiment la personne est en confiance et peut libérer et vraiment traverser ses émotions, parce que c'est souvent ça, on vient avec des émotions qui sont là, et l'idée c'est vraiment de venir s'asseoir avec cette peur ou cette tristesse ou cette colère qui anime la personne et la traverser pour la libérer. Je me dis, en fait, j'ai un truc, j'ai une séance où quand je suis sortie, je me suis dit, j'ai pas eu cette séance par hasard parce que j'ai traversé aussi la même chose. J'ai eu une personne, une femme qui a vécu, qui a à peu près le même profil que moi, qui aujourd'hui habite en Moyen-Orient et qui a un très bon poste, qui s'est vraiment établi avec un bon statut et qui est issue de l'immigration. Et avec laquelle je l'ai emmenée dans une espèce de conscience, dans un état de conscience modifié, et pour aller en fait se réconcilier avec ses parents qui étaient plus aujourd'hui, qui n'étaient plus en vie. Et j'ai vécu, en fait, je voyais tout, je voyais les défunts, je voyais, en plus c'était à distance. Je voyais les défunts, je la voyais elle se transformer, son visage se transformer. Elle a dit ce qu'elle avait à dire, elle a entendu aussi ce que ses parents avaient à lui dire. Et ensuite, on appelle ça un ancrage. J'ai fait ancrer en tout cas une croyance qui aujourd'hui c'est une force pour elle. C'est-à-dire qu'elle est repartie de cette séance de coaching avec « Ok, maintenant c'est plus un fardeau, c'est plus un handicap tout ce que je traîne, c'est vraiment une protection, c'est de la lumière qui m'accompagne. » Et l'ancrage, elle l'a fait dans un endroit de son corps, dans sa main. Et maintenant, dès qu'elle doit prendre la parole ou dès qu'elle doit en tout cas être face à un défi, face à un public, elle fait appel à ça, elle se reconnecte à cette émotion. Mais cet état modifié de confiance, vous l'avez eu de conscience, c'était sous hypnose ? On appelle ça l'hypnose. Moi, je fais pas de l'hypnose en tant que telle, je ne suis pas hypnothérapeute. Mais j'accompagne en fait par la respiration. J'utilise beaucoup la respiration, la cohérence cardiaque pour redescendre et faire un arrêt déjà sur toutes les pensées qui arrivent, qui sont pour la plupart négatives, pour se reconnecter à soi. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui alors ? Qu'est-ce qui me manque ? Je déteste ce mot. Qu'est-ce qui me manque ? Parce que vous n'avez pas switché encore totalement, puisque vous continuez à travailler dans la pour moi, oui. Tant qu'on fait oui. Pour alors la finance, c'est pas du tout un fardeau. J'adore vraiment ce que je fais. J'adore l'argent. Dis-le. Dis-le. Vous aimez l'argent. Oui. Tout le monde a envie d'avoir de l'argent. Ça, on revient à des croyances où non, faut pas le dire. Évidemment, je défie quiconque de venir payer le crédit. Aujourd'hui, j'habite à Neuilly-sur-Seine, le crédit ne se paye pas tout seul. On est bien d'accord. Mais en fait, pour répondre à qu'est-ce qui me manque, en fait, je m'imagine avec une torche et donc qui produit de la lumière. Et donc, je me dis, mais tu veux mettre de la lumière sur quoi ? Sur ce qui te manque. Et donc là, évidemment, la liste est longue. Ce qui me manque, ça peut être, moi, j'aimerais bien encore plus donner aux associations, encore plus avoir peut-être du temps. Il y a aussi un rapport au temps sur lequel j'ai travaillé. Peut-être que le temps me manque aussi.
mais tout ça pour revenir sur, j'ai cette torche, je décide de mettre de la lumière sur quoi? Sur ce qui me manque ou sur ce que j'ai en abondance déjà et qui me procure une certaine émotion évidemment agréable et qui m'aide et qui peut m'aider, qui peut constituer une force pour aller justement avoir ce qui potentiellement me manque. Mais je préfère vraiment mettre ma torche et ma lumière sur qu'est-ce que j'ai aujourd'hui pour pouvoir me dire, ok, mais cet état de gratitude, je l'ai parce que j'ai tout ça. Et ça commence avec, je suis en vie, je me réveille, je suis en vie. Sans, j'ai un appartement, j'ai des vacances, je vais à Dubaï, voilà. Et c'est important. Et au départ, je me suis dit, mais c'est un discours de, ouais, c'est facile quand t'as pas. C'est facile de dire quand t'as pas. Non, c'est facile de dire quand on a. Quand on a, oui. C'est facile de dire parce que c'est toujours, on dit souvent ça d'ailleurs. On dit souvent, oui, c'est parce que ça va, on vit à Neuilly, on n'est pas dans une banlieue délicate. Complètement. Voilà, on vit plutôt aisément. Donc c'est facile de dire, c'est pas là l'essentiel. Tout à fait. Parce qu'on a. Parce qu'on a, évidemment. Et moi, j'entendais déjà quand j'étais dans ce petit logement dans le 16e où je me posais ces questions, justement, j'étais déjà très intéressée par tous ces livres de développement personnel, par Napoléon Hill, par toutes ces figures qui justement véhiculaient ce discours. Mais c'est parce que justement j'y ai cru que je suis arrivée à ce stade-là. C'est parce que j'y ai cru. Et ok, c'est pas simple. Ok, mais le déclic peut se faire très vite. Ça ne tient qu'à un fil, et ce fil, c'est qu'est-ce que je décide de penser. Qu'est-ce que je décide, à quoi je décide de mettre mon focus sur quoi. Sur quoi, ouais. Exactement. Et si ce ressenti, en tout cas, on n'arrive pas à le concrétiser, d'où l'intérêt de se faire accompagner et d'être coaché. Tout à fait, oui. Et surtout, j'y reviens, de lâcher prise. En fait, je parle beaucoup de la loi de l'attraction, de la loi de la vibration dans les conférences ou dans mon livre. Et souvent, c'est mal compris. Oui, je vais me concentrer, je vais me dire que je vais avoir tant d'argent sur mon compte. Et non, évidemment que ça ne fonctionne pas comme ça. Évidemment que ça ne fonctionne pas comme ça parce que on doit investir nos émotions. Enfin, il y a plusieurs choses qui se jouent. Et tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Mais donc, qu'est-ce que tu es? Tu es un mélange entre tes pensées et tes émotions. Si aujourd'hui je vais me sentir stressée, je vais me sentir mal à l'aise, pas bien dans ma peau, c'est qu'à la base j'ai eu des pensées qui sont à l'origine de ces émotions. Et être en auto-observation chaque jour, ok, je me pose, je ralentis, qu'est-ce que je ressens là ? Me permet justement de fragiliser ce processus où je suis victime de ce stress permanent, de cet état-là qui me dessert finalement et qui me dessert dans l'accomplissement de mes objectifs et de mes rêves. Je dis souvent, on n'a pas des rêves par hasard. Si tu as des rêves, et ça vraiment, je le dis même à mes enfants et j'invite toutes les personnes à le dire à ses enfants, si on a des rêves, c'est pas par hasard. C'est parce qu'on a en nous les facultés pour pouvoir les réaliser. On a les capacités en nous, intrinsèquement, pour pouvoir les réaliser. Il s'est passé des choses dans notre enfance ou dans notre adolescence, où il s'est passé des expériences où on est venu se coller certaines croyances qui ne sont pas aidantes, évidemment, qui ne sont pas ressources pour nous et qui vont à l'encontre de notre objectif ou de notre rêve. Mais ces croyances sont arrivées. On peut aussi s'en délester. Je ne dis pas que c'est simple, mais on peut. C'est possible. C'est possible, bien sûr que c'est possible. Et évidemment, une croyance pour quelqu'un, c'est vrai, puisqu'il l'a validé dans sa réalité. Et si quelqu'un me dit, non, mais si je suis timide, regarde, je ne peux pas parler, je ne peux pas parler aux gens, je ne peux pas prendre le micro. Évidemment, il va créer une réalité qui va faire que cette réalité va venir valider son système de croyance. Et c'est une boucle, sans fin. Absolument. Mais on peut décider de se décaler et de casser cette boucle. Et moi, j'étais une grande timide quand j'étais petite. Et dans certaines situations, je sens encore une certaine forme de timidité. Et c'est OK. Et c'est comme ça, et c'est OK. Il n'y a pas, encore une fois, la perfection est mortifère.
on est ce qu'on est, on a ce qu'on a, on fait avec les facultés qu'on a, et c'est ni bien ni pas bien. Enfin, je sors vraiment de cette, quand je me dis spirituelle, spiritualité, c'est quand même différent de cet aspect religieux, parce que spiritualité, on n'a pas cette vision de dualité, de bien mauvais. Il n'y a pas de... Enfin, voilà, il y a une connexion qui existe à soi, dans la religion, pour le coup. Qui existe dans la religion. Et donc voilà, je me nourris beaucoup de ça. Ouais. C'est passionnant parce que je trouve que vous avez beaucoup d'honnêteté et de franchise, Ouais. Quand il s'agit de parler d'argent. Ouais. Voilà, au moins c'est clair. Mais je trouve que vous avez aussi une approche que je trouve assez intéressante. Et il n'y a pas de chichi. Tout à fait. Il n'y a pas de chichi. Il n'y a pas de chichi, c'est-à-dire qu'on n'est pas là, voilà, je suis sachant. Tout à fait. Et donc moi je sais, donc je vais. Non. Pas du tout. On sent que dans l'accompagnement, c'est très fluide, quoi. Complètement, ouais. et j'en sors, et je sors grandi à chaque fois de mes coachings. C'est extrêmement évidemment. enrichissant. À chaque fois. C'est magique en fait, parce que évidemment quand je vois une prise de conscience, déjà le coaché quand il vient à moi, c'est pas par hasard, c'est que certainement chez moi il y a des choses aussi qui vont venir m'appeler, et j'en sors évidemment aussi grandi, et que je sois en posture de coach ou de formateur ou de consultante. J'ai toujours ça c'est vraiment mes parents, et je le garde profondément parce que pour moi c'est précieux, cette approche d'humble. Je suis humble. Il n'y a personne au-dessus de quelqu'un. Il n'y a pas de tu as plus de pouvoir que moi ou tu as... Non, on est tous uniques, on a tous notre pouvoir pour créer ce qu'on souhaite. Et lorsqu'on met de la conscience sur ça, on met de la lumière sur ça, déjà on se sent mieux. Moi ça m'a libérée déjà de me dire mais je suis maître de mes émotions. Si demain je me fais bousculer dans le métro, bon, grâce à Dieu je le prends plus, mais et pareil, aucune condescendance dans mes propos, mais si je me fais bousculer dans le métro, si je suis dans un esprit où je suis victime, pas créateur de ma vie, je vais vite me laisser aller, et je vais vite laisser aller mon cerveau à ça arrive qu'à moi, je suis victime de cette situation. Ouais. Et justement, non, je reprends mon pouvoir, et en ça, en fait, je mets de la lumière sur ce pouvoir-là qu'on a tous. Le livre, le titre ? Le titre, c'est « Le pouvoir de la pensée, un don de naissance pour tous ». Un don de naissance pour tous, et ça veut dire... Ça sort chez qui ? Alors c'est en cours. C'est en cours. Okay. C'est pas en auto-édition, c'est en cours. Bon. Je sais juste que je me suis déjà rapprochée de ces fameuses associations pour pouvoir donner une partie des fonds. Tout à fait. Non, formidable. Pour les enfants. Asana Outagat, je vous invite vraiment à prendre contact avec Asana, parce que je trouve que il y a des moments dans la vie où on a peut-être besoin aussi d'un petit coup de pouce extérieur pour prendre conscience des choses. Tout à fait. Parce que même si on projette dans notre conscient ou notre inconscient un futur en se disant tiens, je vois ça, je vais faire ça, je veux faire ça, parfois le petit coup de pouce il est nécessaire quand même, en étant accompagné, en sortant un peu la tête du guidon comme on dit. Oui. Prendre un peu de recul sur les choses, un peu de hauteur sur les choses. Ouais. Se décaler de la réalité. Se décaler, faire le pas de côté. Complètement. Qu'on dit régulièrement, ouais, absolument. Donc vous pouvez le faire avec Asana évidemment, qui trouvera des modalités de paiement puisqu'elle aime l'argent. Alors donc je plaisante. Tout à fait. Je plaisante. Merci beaucoup Asana, merci infiniment. Merci beaucoup. Bisous aux jumeaux. Hein. Merci. Voilà, qu'ils aillent bien. Et puis on va mettre autour de cette vidéo l'intégralité des liens pour rentrer en contact avec Asana, et le lien pour le livre aussi, le site internet, tout ce qui vous correspond et qui permet d'être en relation avec vous. Merci de m'avoir reçu. Merci. À bientôt. Merci. On se retrouve pour une prochaine rencontre très vite sur ABC. Salut.